Le collectif Ensemble pour l'Europe Strasbourg, qui a organisé cette soirée avec Jean-Dominique Giuliani, est heureux de vous accueillir. Nous avons organisé cette soirée avec le soutien de la Fondation Robert Schuman, du RCF Alsace, du journal La Croix et du Jour du Seigneur, qui vous invite d'ailleurs à son magazine sur la solidarité vaccinale de l'Europe dimanche matin à 10h30. Nous accueillons tout particulièrement M. Giuliani, qui nous fait l'honneur d'intervenir ce soir sur un sujet qui nous passionne, les raisons d'espérer en l'Europe. Cette soirée s'insère dans le cadre de la célébration de la Journée de l'Europe. Justement, cette année, le 9 mai, aura lieu le lancement de la grande conférence sur l'avenir de l'Europe, promue par le Parlement européen. Une grande consultation des citoyens à laquelle nous participerons et espérons que beaucoup d'associations et d'habitants de l'Europe s'associeront. Je passe maintenant la parole à Gérard Testard, modérateur du réseau Ensemble pour l'Europe France, qui nous exposera brièvement pourquoi nous avons organisé cette soirée. Bonsoir à tous. J'arrive. Et bonsoir Jean-Dominique Giuliani. Merci d'être avec nous. Voilà, en disant pourquoi on a organisé cette soirée, je vais dire un peu ce qu'est Ensemble pour l'Europe, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est, ses fondements et son but. Hein. Et je vais commencer par une phrase qu'a prononcée le pape François le 25 novembre 2014 au Parlement européen à Strasbourg. Moi, je ne l'entends pas. Pourquoi je ne l'entends pas? Vous m'entendez? Pourquoi je ne l'entends pas? Oui. Cette phrase, c'est une Europe qui n'a plus la capacité de s'ouvrir à la dimension transcendante de la vie, est une Europe qui lentement risque de perdre son âme, ainsi que cet esprit humaniste qu'elle aime et défend cependant. Et cette citation dit un petit peu de ce qu'est Ensemble pour l'Europe. Quelle âme pour l'Europe et comment redonner espérance en l'avenir? Ensemble pour l'Europe, que je vais présenter, tente d'apporter sa contribution. Voilà. Alors, il s'agit d'une communion de personnes, un regroupement de 250 mouvements chrétiens et communautés nouvelles en Europe. L'initiative est née de l'appel du pape Jean-Paul II à la Pentecôte 98. Le Saint-Père avait lancé une invitation au mouvement réuni place Saint-Pierre d'entretenir des rapports d'amitié. Et Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des Focolari, Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio, répondront très vite à cet appel. Et d'autres suivront, notamment des responsables protestants allemands, après la signature à Augsbourg de la déclaration sur la doctrine de la justification entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale. Aussi, dès le départ, Ensemble pour l'Europe a eu un fondement œcuménique, car les trois traditions, orthodoxes, protestantes et catholiques, historiques et importantes en Europe, contribuent à l'unité de l'Europe par leur travail de réconciliation. Les responsables de mouvements, les mouvements eux-mêmes, se laissent guider par un pacte d'amour réciproque. C'est un grand mot, mais c'est quand même la réalité. Dans un monde avec une conception parfois individualiste de la vie, où l'homme tend essentiellement à son intérêt propre, eh bien, ou celui du groupe auquel il appartient, ce n'est pas la moindre des audaces. Alors concrètement, lors d'un rassemblement en 2007 à Stuttgart, nous étions 10 000, après une première rencontre en 2004 qui en avait rassemblé 12 000, 7 axes de travail ont été retenus et prononcés sous forme de 7 oui. Voilà, c'est la manière de dire notre engagement. Oui à la vie dans toutes ses étapes, surtout le début de la vie et la fin de la vie. Oui à la famille, oui à la création comme don de Dieu, ainsi qu'à la défense de la nature et de l'environnement. Oui à une économie équitable, oui à la solidarité avec les pauvres, oui à la paix et au dialogue, et enfin oui à la responsabilité envers toute la société pour que nos villes deviennent des lieux de solidarité et d'accueil des personnes
d'origines et de cultures différentes. Ces 7 oui sont la base de notre travail. Il y aura d'autres rassemblements depuis Stuttgart, notamment à Paris à la Mutualité. C'est un rassemblement dans le cadre de notre organisation en France, à Bruxelles, au Parlement, ou encore à Munich en 2016, qui réunissait 5-6 000 personnes. Chaque année, les amis d'Ensemble pour l'Europe se réunissent dans un pays différent pour travailler tel ou tel thème auquel s'est invitée la question, ça nous a préoccupé plusieurs rassemblements, entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, parce qu'on s'est rendu compte quand même des différences de culture qui sont très sensibles et l'unité n'est pas si évidente. Et puis, il y a des comités nationaux qui servent de relais pour les initiatives locales. Salomé a parlé du comité France, et puis des comités locaux, Strasbourg, Lyon, etc. Paris. Et cette communion de mouvements, c'est déjà un véritable défi. Ça n'est pas un but. Le but, c'est l'Europe. La vie des peuples en Europe. Au fond, c'est une idée simple, mais puissante aussi, comme l'a été le départ de l'Europe fondée sur 2 piliers, le pardon, avec au cœur la réconciliation franco-allemande, et le partage, avec la mise en commun du charbon et de l'acier, réalisant pour sa part, si on rapporte ça à un texte de la Bible, la prophétie d'Ésaïe, ils briseront leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. Les pères de l'Europe, Robert Schuman en tête, mais aussi Alcide de Calperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet, manifestèrent cette volonté d'unir les hommes et de leur permettre de vivre dans la paix. Ils ont privilégié le respect mutuel et la confiance, ont donné une vision commune et ont insisté sur ce qui rapproche les hommes pour faire échec au nationalisme et au totalitarisme. Alors, construire l'Europe, c'est un processus, une maturation, un esprit de coopération et de partage. Et comme chrétiens, nous voulons mettre notre foi au service du réveil des consciences pour plus d'Europe. Certes, l'Union européenne n'est pas toute l'Europe et tout ce que nous attendons de l'Europe, on en est conscient. Les acquis sont importants et l'Europe, c'est un avenir, c'est notre avenir. Andrea Riccardi, qui est un grand Européen, qui a été lauréat du prix Charlemagne, affirme « Plus nos communautés seront des sœurs, plus les peuples européens seront des frères. L'unité entre chrétiens doit devenir la mère de la collaboration quotidienne qui fait de nous des frères et de la prière commune qui nous rassemble. C'est le ciment d'une Europe unie. » Alors, par notre action sur le terrain et par notre unité, nous participons aussi aux débats politiques, culturels et sociaux. Notre, entre guillemets, ensemble se veut une manière de dire « Europe, lève-toi ». Et nos communautés sont des minorités créatives, capables de résistance face à l'inhumanité et des germes de transformation de la société. Et ces minorités agissantes, prophétiques, sont porteuses d'une culture de rencontre entre peuples sur la base de la foi, du partage de la prière et de la charité. Maintenant que la paix est établie, même s'il faut nuancer beaucoup, on pourrait parler de l'Ukraine, on pourrait parler du terrorisme, différentes choses, la guerre économique, mais sans doute faut-il s'engager plus résolument sur des nouveaux défis. La crise économique, la crise écologique et maintenant la crise sanitaire nous obligent à penser autrement nos modes de vie individuels et collectifs. Nous souhaitons faire grandir la conscience d'une Europe de l'esprit capable de renouveler l'Europe économique et politique qui est parfois hésitante, parfois résignée et aussi avec des tentations de protectionnisme. Nos mouvements sont modestes, mais ensemble, ils veulent agir à la manière d'un ferment dans la pâte. Ensemble pour l'Europe s'investit actuellement pour faire vivre les symboles de l'Europe, en particulier sa devise, unité dans la diversité, mais aussi la journée de l'Europe, le 9 mai, afin de se tenir à la jointure des enjeux sociétaux, pour que notre ensemble soit vraiment pour l'Europe. Alors, on n'est pas tout à fait le 9 mai, on est le 6, mais le sens, c'est celui-là. Alors, je remercie du fond du cœur l'équipe de Strasbourg qui a organisé cet événement ce soir. Voilà, et on contribue à cet ensemble de manifestations autour du 9 mai. Voilà, et je remercie Jean-Dominique Giuliani, que j'ai toujours plaisir à entendre, par exemple, passer dans l'air. Mais voilà, merci beaucoup et merci à
à tous d'être là. Merci Gérard de cette introduction au nom d'Ensemble pour l'Europe. Il m'appartient maintenant d'introduire à cet auditoire Jean-Dominique Giuliani. Jean-Dominique Giuliani, on ne vous présente pas, tant vous êtes connu de beaucoup, si ce n'est de tous, en raison de vos apparitions fréquentes sur le plateau de télévision, où vous intervenez dans les débats pour parler de l'Europe, parfois même pour l'Europe. Car l'Europe est depuis longtemps au cœur de votre engagement professionnel et politique. Et si vous avez accepté notre invitation à être avec nous ce soir, c'est bien pour nous dire vos convictions et nous entraîner à leur suite. Vous êtes Marseillais de naissance, juriste de formation, européen de destin. Après des débuts dans l'administration publique, où vous avez dirigé notamment le cabinet de M. René Monory, président du Sénat, vous avez ensuite choisi le secteur privé en travaillant dans des grands groupes de communication avant de fonder en 2002 votre propre société de consultants. Mais déjà, depuis 1992, vous aviez été à l'origine de la Fondation Robert Schuman en tant que membre fondateur, puis directeur, avant d'en devenir en 2000 le président. Vous avez fait de la Fondation un creuset d'idées et une source d'inspiration pour d'innombrables chercheurs, militants, adeptes de la cause européenne, grâce aux colloques que vous avez organisés, aux publications que vous avez éditées, aux conférences que vous avez données. Parmi les livres dus, entre autres, à votre plume, je me plairai à mentionner l'Atlas permanent de l'Union européenne, qui paraît tous les ans et dont l'édition 2021 est maintenant disponible, et La Grande Bascule, le 21e siècle européen de 2019. Ce soir, vous êtes attendu précisément sur ce terrain. À l'orée du 21e siècle, l'Europe, dont le passé et les acquis sont loin d'être négligeables, n'a-t-elle pas assuré la paix sur les vieux continents au point de recevoir le prix Nobel? Et n'a-t-elle pas fait de cet ensemble des nations la première puissance commerciale mondiale? Eh bien, cette Europe, dont le passé et les acquis nous confortent et qui vit un présent chaotique, a-t-elle un futur? Sera-t-elle à la hauteur des défis qui nous attendent? Le climat qui change sous nos yeux, les pandémies qui nous assaillent et risquent de se multiplier, les bruits et le sang de guerre à nos portes, le scepticisme et le nationalisme qui parcourent nos sociétés sont autant de facteurs d'inquiétude, si ce n'est de pessimisme, sur le devenir de l'Europe que nous construisons depuis désormais 70 ans. Nous, les participants à cette soirée, qui croyons que l'Europe est un projet toujours d'avenir et qu'elle mérite notre soutien et notre adhésion, quelle raison avons-nous d'espérer que cela se poursuivra? Que l'effondrement n'est pas pour demain, que les bonnes volontés existent et ne demandent qu'à être fédérées. Les chrétiens sont prêts à s'engager. Les signes avant-coureurs et les gestes concrets en ce sens ne manquent pas. Alors, M. Giuliani, donne-nous de nouvelles raisons, donne-nous les raisons d'espérer. M. Giuliani, vous avez la parole. Merci beaucoup, je suis très heureux et honoré d'être parmi vous ce soir, comme au sein d'une communauté. Et je vais parler avec mon cœur aussi, d'abord parce que je suis profondément optimiste, y compris pour l'Union européenne et l'Europe, et je vais essayer de vous faire partager cet optimisme, mais aussi parce que j'ai des raisons techniques, sérieuses, juridiques, économiques de l'être. Au début, au commencement de l'Union européenne, il y a eu la foi de Robert Schuman dont nous allons célébrer ce dimanche, et à Strasbourg, vous aurez plusieurs chefs d'État, dont le président français, la déclaration du 9 mai, qui est une véritable rupture dans l'histoire du continent et de son XXe siècle particulièrement tragique. Mais il n'était pas tout seul. Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, ses complices
dans la foi étaient aussi croyants et pratiquants que lui, et ce n'est pas un hasard si c'est la voix de Robert Schuman qui a jeté les fondements, posé les bases de l'Union européenne telle que nous la connaissons. Au début, il y avait la foi, puis il y a eu l'intelligence. On est toujours intelligent à plusieurs. Jean Monnet était un peu l'inspirateur d'un plan que les Européens recherchaient depuis près d'un siècle pour unir le continent, de Victor Hugo jusqu'à Churchill, initiateur et fondateur du Conseil de l'Europe, qui siège à Strasbourg, dans son discours de Zurich de 1946. Les Européens cherchaient comment réunifier ce continent si dispersé et, comment dire, si éclaté et si antinomique derrière des frontières et des territoires de plus en plus petits d'ailleurs. Donc l'intelligence, ça a été de de saisir l'opportunité de mettre en commun toute une série d'expériences sur le thème, au lendemain du second conflit mondial, plus jamais ça. Et donc c'est ça la déclaration du 9 mai, c'est la France, vaincue en 40, qui s'assied à la table des vainqueurs et qui tend la main à l'ennemi d'hier, 5 ans après la fin des combats. C'est bien sûr une forte conviction de paix, de nécessité de la paix sur le territoire européen, mais c'est aussi un énorme pari qui ne peut s'expliquer que par des convictions et qui a nécessité, de la part de Robert Schuman, beaucoup de courage. Je rappelle qu'il était l'élu du bassin lorrain minier, que sa circonscription appartenait pratiquement tout entière à la famille de Wendel, maître des forges, pour qui le charbon et l'acier mis en commun, c'était trahir sa patrie. Du jour où Robert Schuman a fait sa déclaration, il n'a plus été invité le dimanche, aux côtés de l'évêque et du maire, à la table du baron Wendel, qui possédait notamment une partie de la presse lorraine aussi. Donc il fallait beaucoup de courage pour rompre avec ce qui était de nouveau un enchaînement qu'on avait déjà connu après la guerre de 70 entre la France et l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, et c'était l'encheminement, l'enchevêtrement incessant des sanctions, des quotas d'acier, etc. La France, par la voix de Robert Schuman, rompt avec cela et jette les bases de l'Europe. Donc, cette construction européenne imparfaite, vous l'avez rappelé, cette Union européenne qui n'est pas l'Europe, mais quand même une bonne partie, et qui est successivement la risée, l'objet de critiques, l'objet d'un pessimisme, j'allais dire pratiquement essentiel, notamment en France. Cette Europe, elle repose d'abord sur la foi, les convictions, l'expérience et le courage. Et je dis ça parce que vous incarnez bien sûr des mouvements, des associations engagées pro-européennes, mais on sent bien que entre la construction européenne telle qu'elle est et les chrétiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a plusieurs choses qui gênent les chrétiens dans leurs engagements européens. D'ailleurs, ils ne sont pas tous européens. On trouve des chrétiens chez les eurosceptiques, on en trouve qui ne savent pas quoi penser de l'Europe. Il y a plein de raisons à cela. La raison qu'on connaît tous, c'est lorsque, à l'initiative de la France, les projets de constitution européenne et de traités européens qui ont suivi n'ont pas voulu reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe, qui sont incontestables et qui appartiennent à notre histoire, comme à notre construction intellectuelle et de conviction. Ça a été un moment douloureux pour tous les chrétiens, ça le demeure d'ailleurs.
car nier une partie de son histoire et de son origine, ça ne met pas à l'aise. Et puis, il y a aussi ce qu'est devenue l'Europe. Elle est devenue économique, technocratique, lointaine, diplomatique. Elle n'a plus ces élans qu'elle avait, dans lesquels moi j'ai baigné enfant, parce que mon père m'avait dit tu vas apprendre l'allemand. Il me faisait des cours d'histoire raccourcis à la maison pour m'expliquer quel était l'élan qui, dans les années 50, puis 60, a enthousiasmé beaucoup de peuples autour de cette initiative de Robert Schuman qui n'a jamais été démentie, y compris par les plus critiques. Regardez en France, aucun président de la République, du général de Gaulle à l'actuel bien sûr, n'a voulu remettre en cause l'engagement européen de notre pays. Et donc les chrétiens, bien sûr, petit à petit ont été déçus. Celui qui était le moins déçu et qui m'a le plus guidé, c'était quand même Jean-Paul II. Jean-Paul II était un Européen de combat, car il a d'abord résisté au totalitarisme communiste, il a contribué à sa chute, mais c'est lui d'ailleurs qui souhaitait que Robert Schuman soit un jour déclaré saint, et je crois que le procès en béatification poursuit son cours aujourd'hui au Vatican. Alors on a le sentiment que cette Union européenne, c'est finalement une construction païenne qui ne retrouve pas l'inspiration chrétienne de ses pères fondateurs. En réalité, lorsque on regarde en détail comment l'Europe est construite, sur quoi elle est construite, comment elle fonctionne, et on a beaucoup de raisons d'espérer. Je vais essayer de décliner ces trois idées à ma manière pour susciter la discussion ensuite avec vous. L'Union européenne, elle est construite à l'envers. Elle est construite par l'économie parce qu'on ne pouvait pas la construire autrement. Si Robert Schuman et Jean Monnet avaient essayé de proposer, ça avait été le cas dans le passé, de construire une fédération européenne, car c'est bien de ça dont il s'agit. Je vous invite d'ailleurs, à l'occasion du 9 mai, à relire le seul ouvrage de Robert Schuman, s'appelle « Pour l'Europe », un petit livre que vous pouvez trouver partout, en tout cas sur le site de la Fondation Robert Schuman, robert-schuman.eu, vous pouvez le trouver, et nous allons même le mettre à disposition gratuitement dès lundi. Il s'agit bien d'une fédération, mais s'il avait voulu construire une fédération comme toutes les fédérations ou confédérations dans l'histoire, c'est-à-dire d'abord on commence par la politique, nous dirions en France le régalien, les affaires étrangères, l'armée, la justice, la police, eh bien, ça n'aurait tout simplement pas marché. Parce que 5 ans après les combats, les plaies étaient encore vives en Europe et les douleurs étaient toujours présentes. C'est la raison pour laquelle la magie des pères fondateurs, c'est d'avoir commencé à l'envers. Et la phrase clé de Robert Schuman, qui est de sa main et d'aucun autre conseiller, c'est « l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant une solidarité de fait. » C'est exactement la phrase clé qu'il a ajoutée de sa main alors qu'on lui proposait de dire l'Europe sera fédérale. Non, il l'a rayé et il l'a dit comme ça. Et c'est la raison pour laquelle cette Europe nous apparaît incomplète, imparfaite, inachevée, parce qu'elle est d'abord économique, ensuite parce qu'elle ne concerne pas tous les domaines de la vie, on vient de le découvrir. Si on avait dit il y a 3 ans, il faut une Europe de la santé, ce serait la France en premier qui s'y serait opposée, parce que nous étions tellement persuadés d'avoir le meilleur service de santé du monde, qu'on aurait dit, mais non, on ne va pas partager cela. On s'aperçoit aujourd'hui combien on avait tort. Et donc, lorsqu'on regarde sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui, on a l'impression que finalement,
On n'a pas fait les choses comme il fallait. On ne pouvait pas les faire autrement. Et comment dirais-je, 70 ans après, cette Europe inachevée, incomplète, imparfaite, à qui il manque tant de choses, surtout quand on lit la presse, et surtout la presse française, parce que, par exemple, ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas dans les Pays-Bas, où on est beaucoup plus pragmatique, réaliste, eh bien, cette Europe, elle est toujours là, et elle fonctionne. Alors, on l'a construite à l'envers, et petit à petit, on la remet à l'endroit. On la complète. Dans les traités européens, il y a seulement 5 grandes compétences qui sont totalement déléguées à l'Europe et à l'Union européenne. Toutes les autres sont partagées, voire même interdites aux institutions européennes. Ces 5 compétences, vous les connaissez. C'est l'euro, bien sûr. L'euro est la construction fédérale et la Banque centrale européenne, c'est une institution fédérale. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle marche bien, à mes yeux. Et c'est ce qui marche le mieux et qui nous garantit et qui nous protège de beaucoup d'ennuis et beaucoup de déconvenus. Si nous avions la liberté de gérer notre monnaie tout seul, ce serait bien plus difficile aujourd'hui. Donc la monnaie, le marché intérieur, le commerce, la protection des ressources halieutiques, c'est-à-dire en fait la pêche, l'immixtion dans le domaine de l'environnement dès les années 50, et donc, de surcroît, tout ce qui est la concurrence pour que nous puissions petit à petit abattre les frontières qui divisaient cette Europe finalement si petite. Le continent européen, aujourd'hui, c'est 4 millions de kilomètres carrés. La taille pertinente du 21e siècle, c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Australie, autant de continents qui affichent entre 8 et 10 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est bien sûr 17 millions de kilomètres carrés. Nous sommes le plus petit ensemble politique du monde, mais celui qui était le plus fragmenté. Voilà pourquoi ces 5 compétences européennes exclusives exercées par la Commission et le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, elles sont finalement très limitées. Et on s'aperçoit, crise sanitaire, on s'aperçoit difficultés à nos frontières, criminalité transfrontalière, combien il faut la compléter, ce qu'on fait progressivement. Et on n'a jamais reculé, on n'est jamais revenu en arrière. Avant le Brexit, la diplomatie britannique avait engagé toute une revue des compétences européennes, espérant pouvoir éviter de sortir de l'Union européenne pour expliquer quelles compétences elle voulait récupérer. Eh bien, au bout de 2 ans de travail, elle n'a pas pu dire, les Britanniques n'ont pas pu dire on veut récupérer telle compétence, on veut que ça ce soit national et pas européen. Et lorsque vous entendez des hommes ou des femmes publiques en France de tous bords dire il faut que l'Europe s'occupe de l'essentiel et pas de l'accessoire, ce sont des bêtises insignes, car personne ne peut dire ce qu'il faudrait rapatrier pour être plus efficace au niveau national qu'au niveau européen. Que ce soit en matière migratoire, en matière de politique agricole, en matière de politique financière, on est plus efficace au nom du principe « l'union fait la force » à plusieurs que tout seul dans ce monde qui est en train d'être bouleversé et de connaître une nouvelle histoire. J'y reviendrai. Donc voilà comment est construite l'Europe. Voilà pourquoi elle est comme ça. Alors sur quoi est-elle construite? Elle est construite d'abord sur des valeurs, ce qu'on a tendance à oublier, mais que les traités n'oublient pas. L'article 2 du traité d'Union européenne, qui intègre pratiquement 11 traités signés depuis le traité de la CECA au mois d'avril 1951, on vient d'en fêter le 70e anniversaire. Le traité d'Union européenne, vous savez, aujourd'hui, il y a 2 traités fondamentaux, le traité d'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le traité d'Union européenne traite des principes et l'autre des modalités. Mais le traité d'Union européenne, dans son article 2, rappelle quelles sont les valeurs de l'Union européenne. C'est là qu'on voulait introduire les racines chrétiennes de l'Europe, dans le préambule. Il n'en a pas été question, mais en revanche, la définition même des valeurs qui unissent des peuples européens
c'est exactement la doctrine sociale de l'Église. C'est la non-discrimination, le partage, la solidarité, on parle même de parité, c'est la solidarité avec les plus pauvres, c'est la protection des minorités. C'est, si je devais me référer aux enseignements des bons pères dominicains qui m'ont élevé, c'est le personnalisme mis en œuvre dans les traités. C'est la plus belle incarnation juridique, diplomatique, de la doctrine, je dirais, politique, diplomatique, sociale de l'Église et de l'Église depuis Vatican II, tout particulièrement. Alors bien sûr, quand on lit cela, on peut le lire avec des yeux de technocrate ou autre, et on ne voit pas cette inspiration. Mais ces valeurs, la valeur de la personne humaine qui est rappelée dans les traités, c'est vraiment l'enseignement que nous avons reçu de l'Église, et c'est l'enseignement chrétien par excellence. Et on voit bien aujourd'hui, avec la montée de la Chine, qui n'a pas cette même conception de la valeur de la personne humaine, combien nous sommes différents. On voit bien même avec nos amis alliés américains, combien nous sommes pas les mêmes, puisque nous, la personne humaine, elle doit être protégée, elle doit être promue dans toutes les communautés. La paroisse, l'Église, la commune, la nation, l'Union européenne. Cette communauté de communautés, c'est déjà Saint Augustin qui en parlait le mieux aujourd'hui. On retrouve cette inspiration dans les traités européens, et chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec des frères et des sœurs chrétiennes, je ne manque pas de dire ça, parce que pour moi, mon engagement, il est aussi celui-là, et je retrouve un modèle de société politique qui correspond à nos convictions religieuses, et je crois qu'il fallait le dire. Alors, bien sûr, ces valeurs, elles sont teintées de pragmatisme diplomatique dans leur expression. Et donc, un rationaliste ou un agnostique dirait que l'Europe, c'est un choix de raison. Oui, c'est un choix de raison contre les passions qui ont déchiré notre siècle. Et c'est vrai, c'est la raison, mais ce n'est pas que la raison, c'est aussi l'inspiration, et ce sont aussi des racines. Et enfin, l'Europe repose sur des règles de droit. Et c'est une communauté de droit à l'origine, c'est pour ça qu'elle est compliquée, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des traités, parce qu'à 27, c'est pas facile de se mettre d'accord, il faut des règles. C'est pour ça que c'est souvent difficile de les changer, parce qu'on n'a pas la même conception des règles. Vous êtes dans une ville frontalière pour la plupart d'entre vous, entre la conception germanique des règles et la conception française, il y a quand même au moins quelques nuances. Et on le voit bien dans la conduite de l'Union européenne et dans les discussions franco-allemandes. Mais l'Europe repose sur des règles, et c'est la première fois qu'on a des règles qui transcendent nos règles nationales. Ces règles, quelles sont-elles? C'est les traités européens, bien sûr, je vous disais 11 traités depuis 1951, mais c'est aussi celle du Conseil de l'Europe, qui siège à Strasbourg. 44 États, 45 maintenant, je crois, qui partagent plus de 200 conventions et traités internationaux. Ils partagent plus ou moins d'ailleurs, mais avec une Cour européenne des droits de l'homme, avec un comité des ministres, avec une assemblée qui quand même exerce une pression terrible sur les gouvernements, quels qu'ils soient, y compris les nôtres, pour que les droits de l'homme soient dans la pratique respectés autour de cette conception de la personne que nous avons. Et le Conseil de l'Europe, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce qu'au lendemain de la guerre, on a bien sûr élaboré toute une série de conventions contre le travail forcé, pour protéger les enfants, contre les discriminations des minorités, et on a beaucoup fait pour les protéger, mais maintenant, on adopte des conventions sur le droit des femmes, la Convention d'Istanbul, si décriée, sur l'éthique
et l'éthique des affaires, sur la protection des données personnelles, autant de signatures européennes qu'on ne retrouve pas aussi facilement, y compris chez nos alliés d'outre-Atlantique, et bien sûr dans le reste du monde, et certainement pas en Asie. Ces règles, eh bien, elles ne sont pas toujours achevées, je le disais. Elles font bien sûr appel à l'intérêt des États et des communautés nationales pour être adoptées et respectées, mais elles ne cessent de progresser vers une société plus organisée, plus ordonnée, plus respectueuse non seulement de la personne, mais aussi de la communauté, non pas des individus, mais de la personne humaine. La personne humaine, c'est beaucoup plus que l'individu, c'est la personne avec ses convictions, son droit d'en changer d'ailleurs, y compris sa foi, ses convictions religieuses, c'est sa famille, ce sont ses proches, ce sont ses actions qui doivent être protégées, son intégrité physique et morale. Et bien évidemment, l'évolution de nos États, de nos nations, vous le mentionnez tout à l'heure en introduction, n'a pas toujours donné l'exemple. Alors, il ne faut pas imputer à l'Europe et à la construction européenne des dérives qu'on a pu avoir sur le droit de la vie, sur le droit à la vie, sur l'éthique, sur la corruption, sur les dérèglements ou les évolutions qui ne nous plaisent pas. Ce n'est pas la faute de l'Union européenne, c'est d'abord la faute de nos États. Manque d'autorité, laxisme, quête de sens, certainement quête de sens. Et donc ces règles, au niveau européen, elles sont en quelque sorte adoptées par nos États, nos parlements, débattues, ensuite instaurées, et elles s'imposent désormais au gouvernement et aux États. Et on voit bien que quand certains, comme en Pologne ou en Hongrie aujourd'hui, se considèrent un peu en marge de ce qui se passe au niveau européen, notamment sur ces valeurs, par exemple de l'indépendance de la justice, par exemple du respect des libertés académiques ou de la liberté de la presse, eh bien l'Union européenne constitue un filet qui les empêche de tomber du côté noir de la force, en quelque sorte, et constitue, même pour nous, je vois que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé la France à l'ordre sur le droit des prisonniers, eh bien, cet ensemble, finalement, il est l'incarnation du principe de solidarité tel que nous le concevons, nous chrétiens. Alors, bien sûr, on peut avoir des inquiétudes, et vous l'avez évoqué dans vos introductions, car cette construction compliquée, progressive, elle est très difficile à expliquer et elle commet aussi des erreurs de communication. Donc, il ne s'est pas créé, avec les institutions européennes, ce sentiment d'appartenance qu'on a encore pour nos nations et qui se construit dans la longue durée avec une fierté d'appartenir à une communauté qui représente vraiment quelque chose. Et ça, c'est un de mes combats. C'est pour ça que je vais de temps en temps sur les ondes, parce que je suis fier d'être européen quand je regarde le monde. J'ai eu la chance de voyager partout. Je continue, j'espère bientôt, à revoyager. Et quand je suis en Asie, je vois très bien ce qu'est un Européen. Je vois très bien quelles sont les valeurs qu'il fonde, quelles sont les règles qu'on a mises en commun. Et croyez-moi, ces règles et ces valeurs, elles attirent. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, l'Europe est enviée. Elle est même copiée. Il y a beaucoup de communautés de même nature. La communauté de l'Ouest africain, la communauté d'Afrique du Sud, qu'on appelle la SADC. Il y a même une commission, une cour de justice. On essaie de partager les compétences pour éviter de se disputer, de se faire la guerre sur des bêtises. Et il y a bien sûr le Mercosur, il y a l'ASEAN. Il y a donc toute une série de tentatives de copier cette Europe. Et lorsque je vais en Asie, on me dit « mais vous avez résolu une partie des problèmes ». Nous, on se dispute encore pour des îles,
on se dispute pour la mer territoriale, on se dispute parce qu'on n'a pas fait la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous avez avancé vite. Oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais avant, on avait déclenché 2 conflits mondiaux aussi, et donc c'était bien le moindre que d'essayer de faire cela. Alors, donc nous sommes regardés, enviés, et si vous discutez avec des jeunes asiatiques aujourd'hui, y compris même avec des jeunes nord-américains, ils regardent l'Europe avec envie pour certains, avec envie pour cet ensemble de règles que nous avons réussi à partager. Alors, ces inquiétudes, je ne veux pas les nier. L'Europe est lointaine, c'est une construction démocratique à 2 niveaux, donc assez difficile, inachevée. Même le Parlement européen, la composition du Parlement européen n'est pas tout à fait égalitaire entre les peuples et les États. Les compétences de l'Union européenne et de la Commission sont limitées. Et donc, il est très difficile de faire adhérer et de faire rêver, car évidemment, dans la sphère publique, c'est en rêvant souvent qu'on crée l'adhésion. Hélas, si je puis dire, mais c'est souvent comme ça que ça marche. Et puis, ce retour de l'individualisme, des intérêts particuliers, du nationalisme, de l'intolérance, cette absence de solidarité, on s'inquiète parfois, je m'inquiète parfois aussi, du fait que les liens entre les États européens sont parfois plus distendus qu'ils ne devraient l'être en termes de solidarité effective. Néanmoins, il y a quelques petites pierres blanches, et plus que ça, qui donnent vraiment des raisons d'espérer. Je vais essayer de les dire très rapidement, parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps. Et on l'a vu à propos de ces 2 crises que nous avons vécues. La première, c'est la crise des dettes publiques qui a frappé la Grèce. Et on a vu l'Europe se diviser entre, une première fois, un peu des Allemands et des gens du Nord qui n'avaient pas envie de payer pour ces Grecs dispendieux, et puis qui finalement ont été obligés de le faire quand ils ont pris conscience combien nos destins étaient liés. À partir du moment où on met notre économie en commun, où on déclare partager les mêmes valeurs, le plus faible de la chaîne, c'est celui qui permet de mesurer la force de la chaîne. Le plus faible des maillons, c'est celui qui casse ou qui ne casse pas. Et donc, cette solidarité européenne, elle a fini par s'organiser avec la Grèce entre 2008 et 2011. Et là, dans la crise du Covid, cette fois-ci, on peut dire que l'Union européenne a évité les tergiversations auxquelles on a assisté à cette époque-là. Et la réaction de l'Union européenne a été à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, le plan de relance de l'Union européenne, il est à peu près équivalent à celui des États-Unis, c'est-à-dire que si vous additionnez tout l'argent mobilisé pour éviter que nous sombrions à l'occasion de cette crise sanitaire et pour relancer notre économie et nos sociétés, vous arrivez à une somme un peu inférieure à 4 000 milliards d'euros. La Banque centrale européenne a mobilisé 1 200 milliards d'euros. Les États membres, à l'initiative de la France et de l'Allemagne, se sont mis d'accord pour mobiliser 750 milliards d'euros pour un plan qu'on appelle « Nouvelle génération européenne ». À cela, il faut ajouter 500 milliards d'euros qu'on a trouvés dans les budgets européens à venir. Et sur les 7 ans à venir, on va dépenser ensemble, au niveau européen, pour les politiques de redistribution, plus de 1 200 milliards d'euros. Ce sont des sommes absolument considérables. Dès qu'on dépasse les milliards d'euros, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que les chefs d'État et de gouvernement ont pris conscience qu'ils étaient solidaires. C'est particulièrement important pour nos voisins allemands, qui ont toujours l'impression qu'ils payent pour les autres.
euh, la vérité n'est pas d'un côté ou de l'autre. Ils ont le sentiment qu'on est dispendieux, qu'on fait des dettes, etc. Mais ils sont aussi, pour des raisons historiques, un peu figés dans leur conception, qui sont en train d'évoluer, je le dirai tout à l'heure. On critique beaucoup dans la sphère publique l'Union européenne pour sa réaction sanitaire à l'égard de la crise de la Covid. Et en réalité, on a fait, dans un domaine où il n'y a pas de compétences européennes, une chose extrêmement intelligente qui rompt avec toutes les pratiques anciennes. On s'est mis ensemble pour financer la recherche, préacheter des vaccins. Et s'il tarde à venir, c'est en fonction de l'urgence que chacun ressent. Beaucoup d'entre nous commencent à être vaccinés, mais on aimerait que ça aille plus vite. Mais ce virus n'est apparu qu'il y a 14 mois, 15 mois. Et donc jamais dans l'histoire de l'humanité, on a pu aller aussi vite dans la fabrication de vaccins. Alors, on s'est aperçu qu'en ouvrant nos frontières, on avait oublié de financer un peu notre industrie pharmaceutique, ce qu'on a fait. Et ce qu'a fait la Commission européenne, c'est pas seulement acheter en commun des vaccins, c'est préfinancer la recherche pour avoir très rapidement des vaccins et préacheter des vaccins pour qu'on puisse être vacciné. J'ai entendu les cris d'orfraie des journalistes, des femmes et des hommes politiques de tous bords qui se déchargent sur l'Union européenne de ce qu'ils appellent des retards. Ce ne sont pas des retards. Et en plus, je pense que d'ici l'été, on s'apercevra que l'Union européenne hébergera la plus grande production de vaccins du monde. Nous allons fabriquer plus de vaccins que tout autre ensemble dans le monde, y compris les Américains. Et nous allons le faire dans un esprit de solidarité qui nous honore. C'est-à-dire que ces préachats qui ont été conclus à travers ces contrats que la Commission a passés avec les grandes industries pharmaceutiques, eh bien, ils permettent aux États membres, à due concurrence de leur population, d'accéder aux vaccins, vraisemblablement des pays comme la Slovénie, la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie, n'auraient jamais pu négocier avec les grandes entreprises pharmaceutiques l'accès, le simple accès aux vaccins. Donc on a fait jouer un principe de solidarité interne qui peut être ralenti un peu notre processus vaccinal, mais qui, à l'arrivée, est intelligent, parce qu'on ne peut pas vacciner un pays et pas l'autre quand les frontières sont ouvertes, et de toute façon, on n'a pas les moyens de fermer les frontières entre nous, et deuxièmement, ça nous honore parce qu'il y a une juste affectation des vaccins. Ce principe de solidarité, c'est important pour nous. Il joue aussi avec l'extérieur. L'Union européenne a lancé un appel d'offres pour que tous les États du monde entier participent à un processus, on appelle ça COVAX, qui permet d'offrir des vaccins aux pays pauvres qui n'en ont pas. Alors on peut dire que ce n'est pas suffisant. L'Union européenne va quand même consacrer 200 millions de doses de vaccins dès cette année, et peut-être plus si elle le peut, à donner ces vaccins, à donner l'accès aux vaccins aux pays, notamment africains. C'est quelque chose dont on peut être fier, mais qui paraît toujours insuffisant, comme paraît insuffisant la solidarité qu'on peut avoir entre États membres ou avec les pays les plus pauvres de la planète, nous qui sommes, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Hardy, la première puissance commerciale du monde aujourd'hui, et même encore le premier produit intérieur brut en valeur dans le monde, bien devant les États-Unis, mais encore devant la Chine. Donc nous sommes, par excellence, le continent riche. Et donc ça nous honore, ça nous oblige dans le
budget que l'Europe s'est doté pour les 7 années à venir, 40 milliards d'euros sont consacrés à l'Afrique. Personne ne fait ça aujourd'hui, ni les Américains, ni bien sûr les Chinois, qui préfèrent racheter des terres, parce qu'ils n'en ont pas assez chez eux, aux Africains qui commencent à trouver que ça fait un peu trop. Alors, mes raisons d'espérer, vous les voyez, c'est d'abord de corriger un peu ce sentiment qu'on a de toujours douter de ce que nous faisons, de toujours le dévaloriser. C'est en quelque sorte ce que j'appelle le déclin dans la tête et dans le cœur. Nous avons l'impression que on n'a plus de raison de rêver, de s'enthousiasmer, comme on pouvait l'avoir et comme on l'a connu. Nos générations l'ont connu après la guerre. Il fallait reconstruire, il fallait... oui, il reste des domaines considérables qui permettent d'espérer. Vous en avez cité un ou deux, l'environnement, la sécurité, l'aide au développement, etc. Mais j'irai encore plus loin. Ce qui se passe sous nos yeux depuis 2-3 ans, c'est un complet basculement du monde. C'est-à-dire tout ce que nous avions construit, tout cela doit changer et s'adapter beaucoup plus vite que tout ce que nous avions imaginé. D'abord, le réchauffement climatique, c'est l'urgence. On voit bien d'ailleurs qu'on en a pris conscience en Europe, et nous sommes plutôt en avance par rapport aux autres. Donc on n'a pas à rougir. Et je crois qu'on va accélérer encore quand on s'engage à réduire de 55% par rapport à 1990 nos émissions de CO2 d'ici 2030. C'est un engagement qui va très très loin. Et vous voyez bien, même les banquiers, et que même les entreprises les plus industrielles, aujourd'hui, ont pris conscience de cette nécessité. Madame Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, aujourd'hui encore, explique que l'avenir économique et financier du continent et au-delà de la planète, c'est la finance verte, c'est-à-dire basculer notre économie pour mieux respecter la nature, mieux respecter aussi tout être vivant. Vous voyez bien cette sensibilité nouvelle, les animaux, etc., les plantes. Oui, oui, tout ceci, c'est une avancée civilisationnelle qui ne devrait pas, nous, chrétiens, nous choquer. Et donc, ça, c'est le premier défi. Mais il y a un autre défi, c'est que quand sur la scène internationale, les rapports de force changent aussi vite, et ils changent parce que la démographie les conduit, et parce que l'Asie se développe, eh bien, nous avons une obligation de nous adapter. Et c'est très difficile pour l'Europe parce que, par essence, ce n'est pas une puissance. Le continent européen, c'est le contraire des empires. C'est ça que nous avons construit pour ramener la paix sur le continent. Et donc, nous avons besoin quand même de faire preuve de puissance pour défendre et promouvoir notre modèle. Et ça, c'est très difficile parce que ce n'est pas dans les gènes de l'Union européenne. Et pourtant, elle progresse. Pourtant, M. Jean-Claude Juncker avait lancé un fonds européen de défense qui va nous permettre ensemble de rester à un niveau, bien sûr pas pour faire la guerre, mais pour l'éviter, n'est-ce pas? Parce que nous avons à nos frontières de plus en plus de puissances révisionnistes, nationalistes, la Russie bien sûr, la Turquie, de nouveau, l'islam, avec cette interpellation qui ne permet pas de répondre uniquement en tendant la deuxième joue, mais aussi à montrer que nous avons une détermination à défendre nos valeurs. Et donc, cet impératif de puissance que l'Europe doit satisfaire, c'est pour elle un énorme défi que nous avons commencé à relever. Quand on voit que la France et l'Allemagne vont construire un char en commun, un avion de combat en commun, ça veut dire que, bien sûr, ce n'est pas pour aller guerroyer partout, mais c'est aussi une preuve de notre détermination à être ensemble, quelles que soient les difficultés, et à petit bâtir une puissance européenne, une puissance tranquille, qui ne soit pas un empire, qui ne soit pas une nation au sens traditionnel, mais quelque chose d'autre. C'est pour ça que ça ne plaît pas du tout à M. Poutine ou à M. Erdogan.
la diplomatie russe passe son temps à dénigrer l'Union européenne parce que c'est le contraire des sentiments noirs qui lui permettent à cette nomenclatura russe de rester au pouvoir et, en quelque sorte, d'asservir les citoyens russes à des projets qui, malheureusement, ne conduisent nulle part. La Russie, aujourd'hui, elle est moins riche que l'Italie. Elle a un PIB inférieur à celui de l'Italie. Donc, si vous voulez, parce qu'il y a une bande de kleptomanes qui a sombré sur ce pays, et donc la population en pâtit. Donc, nous avons ça à nos frontières. Nous avons raison d'être calmes, de garder notre calme, y compris avec la Turquie. Et pour ça, il faut être sûr de sa force. Et donc, vous verrez que le mot d'ordre de la présidence française de l'Union européenne, qui commencera au premier semestre 2022, donc le président Macron et les ministres vont présider le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen, eh bien, son mot d'ordre, c'est relance, car là, il faut, par solidarité, que nous arrivions à redynamiser et à relancer notre économie, puissance, c'est le deuxième mot d'ordre, et appartenance, parce que c'est le plus grand défi de l'Union européenne, de faire partager cette fierté concrète de ce que nous faisons réellement dans un monde où c'est devenu quelque chose d'unique. Pour voyager sur tous les continents, je peux vous dire qu'il n'y a qu'en Europe où on a un lieu, des institutions, des traités qui nous permettent de régler nos différends, d'amoindrir nos différences et d'apprendre à être solidaires entre nous et solidaires avec le reste de la planète. Je pourrais continuer longtemps, mais je préfère que nous partagions nos questions. Ma conviction, c'est que l'Europe s'adapte. Elle s'adapte peut-être trop lentement par rapport à d'autres, mais elle s'adapte finalement très vite par rapport à ce qu'elle est, c'est-à-dire une véritable communauté de nations qui ont décidé de partager ensemble ce qu'elle ne peut plus faire aussi bien toute seule. Merci beaucoup, Monsieur Giuliani, de cette fresque qui s'étend des origines. Vous avez évoqué 1951, la conclusion du traité de la CECA, à nos jours, avec les difficultés, les tensions et surtout les espérances qu'on nourrit par rapport à vis-à-vis de l'Europe dans les difficultés, les tensions, les défis qui nous sont posés. Vous en avez évoqué un certain nombre, j'y reviendrai parce que les questions sont nombreuses et j'essaye de les grouper pour les présenter sous un aspect un peu plus cohérent. C'est la raison pour laquelle mon visage apparaît et disparaît selon ce que je prends des notes où je récupère les questions. Je voudrais commencer par une question qui est objectivement au cœur, au fond de tout ce que vous venez de dire par rapport à l'actualité, c'est la question climatique. Ce sont certes les engagements que l'Europe a pris lors du sommet, ou en vue du sommet de la semaine dernière, pour la réduction des émissions et pour une transition écologique. C'est le pacte vert pour l'Europe qui a de nombreuses implications. Et je voudrais le décliner, ce problème, sous deux ou trois aspects. Le premier est celui, au fond, de la liberté qui est laissée aux États de présenter leur plan et d'utiliser cet argent, bien sûr, dans le cadre de quelques orientations communes qui vont dans le sens de repeindre un peu en vert leur économie, mais il y a aussi un danger, prenons le cas de l'Allemagne, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays, qu'on essaye d'aider des secteurs de l'industrie traditionnelle en mettant un peu de vert dans les moteurs de Mercedes ou de BMW ou de Audi, sans toucher vraiment la substance. C'est-à-dire il y a un danger peut-être qu'on n'aborde pas la question de façon substantielle, mais en essayant de sauver une économie qui doit, la finance aussi verte, doit évoluer. Donc, comment
Ces ajustements-là sont-ils possibles? Ne faudrait-il pas mettre le climat en tant que tel au cœur et en tant que paramètre des différents choix économiques et financiers qui suivent? Il y a des corollaires à tout cela. Il y a le premier corollaire qui a été évoqué est celui de l'agriculture, qui doit aussi évoluer vers un modèle, disons, plus écologique, plus vert. On parle des pesticides, on parle de culture, etc. Et le problème économique et social que ça pose aux agriculteurs qui doivent se reconvertir, qui se sentent forcés d'entreprendre un chemin de reconversion pour lequel ils ne sont peut-être pas formés, pas encore aidés, et ils ne comprennent pas que certains choix leur soient imposés de façon brutale et radicale. À supposer que ce soit vrai, mais le verdissement de la politique agricole commune est aussi un sujet extrêmement délicat. Et un troisième sujet qui, me semble-t-il, relève cette thématique est celui de la responsabilité des entreprises. La responsabilité, disons, écologique, sociale, la responsabilité aussi en termes de droits humains. Une loi a été votée en France en 2017. Le Parlement européen s'est récemment prononcé pour que ce genre de dispositions, ce genre de règles soient adoptées et imposées finalement au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Donc, pacte vert, conversion verte, agriculture verte et aussi responsabilité verte et sociale et humaine des entreprises. Je serais moins pessimiste que vous. L'Union européenne est celle qui fait le plus pour le climat. Le plan de relance, il doit être agréé par les partenaires, par la Commission européenne, et la priorité du plan de relance, c'est 30% des crédits qui viennent de l'Union européenne, qui va s'endetter pour cela, doivent être consacrés à des projets verts. Et ce n'est pas laissé du tout à la discrétion des États. La France vient de transmettre son projet à la Commission il y a quelques jours, l'Italie aussi, ce sera fini à la fin du mois de juin. Tous les plans sont passés à la moulinette en fonction des critères que les chefs d'État ont adoptés. Et parmi celui-ci, c'est la priorité à l'environnement. Nous sommes ceux qui font le mieux et le plus dans le monde entier. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'en fait pas trop? Parce que si la Chine continue à polluer, nous on s'est fixé comme objectif 2030. La Chine a dit 2060. Et les États-Unis, malgré le président Biden qui revient à marche forcée, ont pris du retard. Donc non. Si vous regardez ce qui se passe dans l'économie, moi je suis aussi, vous le savez, un petit chef d'entreprise, tout le monde a pris conscience de ce qu'il fallait faire. Et tout le monde veut le faire. Mais il faut faire très attention. Volkswagen a annoncé la suppression de 5000 emplois parce qu'il passe à l'électrique. Alors, moi, je veux bien qu'on dise on va payer ces 5000 personnes, mais si vous voulez, ce sont des personnes humaines aussi. Il faut ménager les transitions et le faire de manière intelligente. Et de toute façon, si on le fait tout seul, ça ne suffira pas. Donc, l'Union européenne, elle entraîne le train du monde vers une économie plus verte. Et elle montre l'exemple. Ce qu'il ne faut pas trop écouter, ces écologistes tendance française, je préférais écouter des écologistes allemands qui sont beaucoup plus concrets et, vous l'avez vu, qui ont désigné leur candidate à la chancellerie récemment, Madame Baerbock, Annalena Baerbock, qui est une écologiste extrêmement concrète, qui, je vois qu'il y a des questions sur les ventes d'armes, etc., qui veut ménager les transitions et les réussir. Et si vous voulez, moi, je suis un schumannien dans l'âme. J'essaie d'être fidèle à l'esprit et à la méthode de Robert Schuman. Il ne faut pas tout balayer sur le thème « il n'y a qu'un faucon ». Il faut ménager les transitions, prendre le temps de l'homme si on veut réussir des projets durables. Et quand vous parlez des agriculteurs, l'averdissement de la PAC, il est engagé.
il est engagé. Et il vaut mieux le faire avec les agriculteurs qui ont compris, ils ont parfaitement compris, mais qui sont déjà en situation assez difficile, peut-être pas toujours en Alsace ou dans les régions dont vous venez. Enfin bon, si vous allez en Bretagne ou ailleurs, ou dans l'Aveyron, c'est pas toujours facile. L'élevage, les produits laitiers, etc. Donc ce sont des gens qui sont, pour certains, acculés au suicide. Donc il faut faire très attention et il faut trouver les mécanismes pour le faire, il faut trouver les moyens. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, on a été aidé par le confinement, puisque j'ai vu que les émissions de CO2 n'avaient jamais autant baissé. Bon. Donc, les vrais écologistes, c'est ceux qui rendent possible une économie verte. Ce n'est pas ceux qui hurlent avec les loups. Je les entends tous les jours. Si vous écoutez aujourd'hui, vous ne pouvez plus construire un barrage. Or, le barrage, c'est l'énergie la plus propre. Là, il n'y a pas de déchets. Il faut condamner le nucléaire. C'est mauvais par principe parce qu'il y a des déchets. Si la société et l'humanité avaient suivi cette espèce d'esprit un peu dictatorial, nous n'en serions pas là en termes de progrès humain, de solidarité sociale, de solidarité médicale dans nos pays, car nous n'en aurions pas les moyens. Donc, si vous voulez, je trouve qu'on méconnaît ce que fait l'Union européenne au niveau environnemental. Elle est à la pointe du progrès, c'est elle qui mène la danse, et nos entreprises, notre monde économique, l'automobile allemande a compris que les choses avaient changé, bien plus que tous les autres. Je peux vous dire que pour aller de temps en temps en Chine, lorsqu'ils seront à notre niveau de respect de l'environnement ou même des droits humains, on pourra en reparler. Donc, si vous voulez, on ne peut pas agir seul en fonction de ce qu'on pense être le bien. Voilà, on ne peut pas faire ça. C'est pas une attitude chrétienne d'abord, c'est pas une attitude efficace, et c'est pas quelque chose de pragmatique qui nous permet de progresser. Voilà. Moi, je suis assez fier. Alors, je corrige quand même ce que vous dites sur les plans de relance. On a pris des engagements chiffrés qui engagent les États. C'est contrôlé par la Commission européenne, le Conseil de l'Union, le Parlement européen, qui n'est pas le dernier, et même par la Cour de justice, qui peut rappeler à l'ordre des États s'ils ne respectent pas leurs engagements écologiques. Donc, de ce point de vue-là, on peut toujours mieux faire, mais si vous voulez, c'est une vraie raison d'espérance, dans le monde entier d'ailleurs, parce que on a créé un mouvement. Deuxième partie de votre question, c'est sur les droits de l'homme. Sur les droits de l'homme, vous avez vu que l'Union européenne s'est dotée le 7 décembre dernier d'un nouvel instrument, un nouvel outil qui lui permet de se projeter, qui permet en quelque sorte de faire de l'extraterritorialité, non pas pour le droit et le business, mais pour le respect des droits de l'homme. Pour la première fois, des Chinois ont été sanctionnés pour ce qu'ils font aux Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine. La réaction chinoise a été terrible, excessive, ce qui prouve bien qu'on a touché là quelque chose d'important. Non seulement c'est des responsables de grandes entreprises du bâtiment qui construisent les camps de concentration destinés aux millions de Ouïghours qui sont pourchassés par le régime, par le Parti communiste chinois, qui ont été sanctionnés. Mais ce n'est pas des sanctions qu'il faut sous-estimer comme la presse française le fait trop souvent. C'est bien sûr l'interdiction de voyager en Europe, c'est bien sûr la saisie des avoirs quand il y a souvent des avoirs en Europe, hein. Et comme la Suisse joue avec l'Union européenne, ce n'est pas rien. Mais c'est aussi l'interdiction de faire du commerce. Et lorsqu'on prend des sanctions à l'égard de la Russie ou des responsables qui emprisonnent M. Navalny, qui répriment l'opposition, c'est la même chose.
Ils n'ont plus le droit de venir skier à Courchevel, les oligarques n'ont pas le droit de venir en Sardaigne bronzer, et personne n'a le droit de travailler avec leur entreprise. Donc, c'est pas rien. Surtout quand ces sanctions, elles sont prises par l'Union européenne, par le Canada, par les États-Unis, par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. C'est-à-dire que les 2/3 de l'économie mondiale sont interdits à ceux à qui on impose des sanctions au nom des droits de l'homme. Et depuis le 7 décembre, cet instrument, il existe sur le site internet de la Commission européenne et du service diplomatique commun. Vous avez la carte des sanctions que l'Union européenne a décidé pour des raisons de droits de l'homme, pour des raisons de non-respect de la personne humaine. Vous pouvez passer la souris sur les cartes, il y a les noms, il y a les mesures prises. C'est quelque chose qui va se développer et que nous allons développer il faut le faire avec précaution et sans arrogance. Vous savez, la critique des Chinois, c'est nous sommes plus efficaces que vous, notre démocratie marche mieux que vous, elle marche à l'intérieur du Parti communiste. Enfin, le Parti communiste chinois, c'est 90 millions de membres, donc on sélectionne les meilleurs. Chez nous, un Trump ne pourrait pas être élu, etc. On connaît tous ces arguments chinois, mais en réalité, au fond du fond, c'est une différence culturelle. Ils ne reconnaissent pas à la personne humaine la même valeur que nous, c'est-à-dire la valeur la plus sacrée, au nom de ce à quoi nous croyons. Et donc, nous avons désormais un instrument pour le faire. Il est déjà utilisé et je suis persuadé qu'il va l'être davantage. Merci beaucoup d'avoir répondu, complété, corrigé là où il fallait mes propres propos dans le but de bien comprendre dans quelle Europe, Oui, bien sûr. l'Europe s'engage. Vous avez fait souvent allusion, et on ne peut pas en être autrement, à Robert Schuman et à la déclaration Schuman, et au passage rédigé de la main propre de Robert Schuman. Il y a un autre passage, en vous écoutant, qui me revient à l'esprit, et c'est la vision que Schuman donnait des bienfaits de l'union économique, de la communauté économique du charbon et de l'acier, et des gains de productivité des ressources qu'elle dégagerait, ressources qui seraient investies pour le progrès de l'Afrique. Il mentionnait expressément l'Afrique, qui à l'époque était largement colonisée par les Européens, comme le continent dans lequel investir ces ressources pour le progrès de ce pays. Eh bien, on peut se poser la question 70 ans après, faisons-nous assez, avons-nous fait assez, pouvons-nous faire mieux s'agissant de l'aide aux pays en développement? J'emploie une terminologie surannée, dépassée, mais elle permettra peut-être de mieux comprendre de quoi on parle. Donc, est-ce que l'aide au développement de l'Europe, la responsabilité de l'Europe en Afrique notamment, est-elle portée suffisamment et sera-t-elle solide et confirmée à l'avenir? Quand on parle d'Afrique, on parle aussi des pays d'origine, de ces masses de personnes déracinées, victimes de violences, de famine, de sécheresse, qui ont choisi l'émigration ou qui ont été obligées de migrer ou qui ont été détenues dans des situations extrêmes. Est-ce que l'Europe est à la hauteur de ses responsabilités? Vous avez parlé de solidarité, tout à fait. Est-ce que nous sommes à la hauteur de nos responsabilités vis-à-vis de cette humanité? Des progrès, les accords de Malte de 2015 et peut-être des prises de position récentes, des propositions récentes de la Commission européenne pour un pacte migratoire ont été faits ou semblent avoir été faits. On a peut-être engagé une évolution virtueuse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces deux attentes, deux urgences, et par rapport au fond donc à la responsabilité de l'Europe vis-à-vis des autres pays du monde, et notamment de l'Afrique? Écoutez, vous avez raison, on ne fait jamais assez. Bon. On fait déjà beaucoup, et dans le passé, on n'a pas toujours, comme vous l'évoquiez, vous avez totalement raison, on n'a pas toujours fait bien, parce qu'on avait été les colonisateurs, donc ça marquait beaucoup les liens qu'on avait, et ça marque encore beaucoup les liens qu'on a avec l'Afrique. Et vous avez totalement raison de dire que plutôt que de faire de l'aide au développement, il faut permettre aux Africains d'investir. Et c'est très compliqué parce qu'il y a une jeune
génération africaine qui fait tourner l'Afrique. On a maintenant en Afrique un taux de croissance qui tourne autour de 5%. Donc, il y a de l'activité, il y a de l'imagination, il y a de la créativité. Il faut qu'on apprenne à co-investir avec les Africains. Et ça, il y a encore du chemin à faire pour leur permettre d'investir plus facilement et de ne pas être en avant. Bon. L'aide au développement, elle n'a pas... enfin, heureusement qu'elle était là, mais si vous voulez, elle a été détournée, elle n'a pas vraiment réussi, et nous n'avons pas surtout réussi à trouver le moyen de garantir aux Africains, notamment aux plus jeunes, un état de droit durable. L'Afrique a le record mondial des coups d'État, hélas, un peu aussi de la corruption, mais malgré ça, elle a une jeunesse formidable et surtout elle a une démographie exponentielle. On pense qu'il y aura en 2050 plus de 2 milliards d'Africains alors qu'ils sont moins d'1 milliard aujourd'hui. Donc cette jeunesse-là, elle veut développer son continent, elle ne veut pas forcément venir nous envahir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je constate que beaucoup l'ont compris, y compris à la Commission européenne. Les programmes ont changé, l'esprit a changé. On a encore beaucoup d'efforts à faire pour aider les Africains à réaliser ce qu'ils décident eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est une révolution intellectuelle. Elle est en cours. Il y a des exemples de pays qui réussissent mieux que d'autres. Nous faisons travailler à la Fondation Schuman un certain nombre de très brillants Africains, des Marocains qui donnent un exemple formidable de développement et de développement intra-africain. Le Maroc est très actif en Afrique pour essayer de stabiliser les situations. Il est plus crédible que nous. Alors bien sûr, tout n'est pas rose dans tout ça. Nous avons aujourd'hui 5000 soldats français au Sahel. Alors, on peut toujours nous taxer de défendre nos intérêts. Je crois plutôt qu'on essaie de stabiliser la situation et éviter que progresse le terrorisme et la déstabilisation d'États. Est-ce qu'on s'y prend bien? Non, on pourrait mieux faire, ça c'est sûr, mais quoi faire? Certainement pas rester les bras croisés. Voilà. Donc il y a pour l'Afrique une orientation européenne déterminée. Le premier voyage de Mme von der Leyen, la première femme présidente de la Commission européenne, ça a été pour le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Et donc, à Addis Abeba. Il faut savoir que l'Union africaine, qui commence à plus que s'ébrouer, à fonctionner, à jouer un rôle de médiateur, de stabilisateur en Afrique, elle est très majoritairement financée par l'Union européenne, qui croit énormément à ces coopérations régionales dont on a en fait donné un peu l'exemple. Vous avez évoqué tout à l'heure un sujet qui est au cœur, au fond, des origines de la construction européenne, c'est-à-dire la paix. Si la France a proposé à l'Allemagne en son temps de mettre en commun le contrôle de ressources telles que le charbon et l'acier, c'est pour éviter que ces ressources-là retournent dans le giron des industriels qui fabriquent des armes. C'était le premier objectif. Cela n'a pas empêché qu'il y ait une armée allemande le moment venu, et des alliances militaires, mais cela a effectivement imprégné l'esprit de la construction européenne dans un sens pacifique et, on peut dire, pacifiste. Aujourd'hui, vous nous parlez, c'est vrai, des tensions, y compris à nos proches frontières, de la nécessité de défendre nos valeurs et d'affirmer, de s'affirmer en tant que puissance, ce qui ne veut pas dire puissance hégémonique, pour reprendre le langage
de nos amis ou adversaires communistes des années 50 et 60. Vous avez parlé même de la proposition qui a été un peu décortiquée par le Parlement européen du Fonds européen de défense. Bref, face à certaines menaces ou tensions vives, voilà, employer un langage un peu moins belliciste autour de nous, le moment est peut-être venu pour l'Europe de s'affirmer en tant que puissance qui défend ses valeurs, qui les défend aussi à l'extérieur, qui ne se laisse pas intimider, d'où la question de la défense et de l'armée. Cela peut paraître en contradiction avec les convictions profondes de beaucoup de nos amis européens qui demeurent fidèles à cette vision schumannienne de l'Europe pour justement éviter la guerre. Comment voyez-vous cette évolution et comment voyez-vous cette fidélité à l'intuition d'origine et que l'existence un jour d'une armée européenne ne soit pas une contradiction totale par rapport à ce que nous sommes en train de construire? Comment accepter, disons, cette évolution-là? Il y a eu au sein de l'Église catholique des débats sur la guerre juste auxquels je vous renvoie, qui ont fait date, n'est-ce pas, et depuis plus d'un siècle, même au-delà. Robert Schuman, c'est pas du tout quelqu'un qui niait les réalités. C'est le signataire du traité de l'OTAN pour la France. C'est le Premier ministre qui envoie l'armée sur le carreau des mines lorsque le Parti communiste voulait déstabiliser la France. Donc, si vous voulez, je ne partage pas l'adjectif que vous avez utilisé. L'Europe n'est pas pacifiste. Elle est pacifique. C'est-à-dire, elle ne cherche pas à faire la guerre, elle ne cherche pas à avoir des ennemis, et elle n'utilisera pas la rhétorique habituelle des nationalistes pour se construire contre d'autres peuples. Ça, c'est gagné, ça, c'est le message schumanien. Et finalement, il est très chrétien, parce qu'il est aussi réaliste. J'ai vu qu'il y avait une question sur les ventes d'armes aussi, etc. L'Europe, si l'Europe est le bisounours de la mondialisation, vous pouvez être sûr que nos petits-enfants ne la connaîtront plus dans 30 ou 40 ans. Et la vraie raison d'espérer, c'est que même nos partenaires, qui pour des raisons historiques sont plus pacifistes que d'autres, par exemple les Allemands, même eux ont pris conscience de l'importance d'être fort pour ne pas avoir utilisé la force. C'est depuis les Romains, si tu veux la paix, prépare la guerre. Sans préparer la guerre, il faut être plus fort. Et l'Europe, elle ne peut pas s'en remettre aux États-Unis pour sa sécurité. Elle ne peut pas s'en remettre seulement aux États-Unis pour s'en remettre à sa sécurité, parce qu'elle a son propre modèle, ses propres intérêts, que je vois mal un jour où il y avait une crise quelque part à l'est de l'Europe. Je vois mal le président américain, quel qu'il soit, mettre en danger le territoire et le peuple américain pour sauver une frontière avec la Pologne ou les Pays-Baltes. En réalité, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que l'Europe soit puissante. La puissance, c'est la certitude, les convictions, l'enthousiasme pour l'avenir, les valeurs, une économie forte et aussi des moyens militaires, qu'on le veuille ou non. Il se trouve que j'ai un fils militaire, je suis plutôt fier des valeurs qu'il véhicule, n'est-ce pas? Ce sont des gamins qui, aujourd'hui, savent que le monde est dur et cruel, qui ont été confrontés sur des théâtres d'opération à des conflits très violents, très inquiétants, très stressants, mais qui le font avec un bel esprit, si vous voulez, qui n'est pas guerrier, qui n'est pas conflictuel. Et je crois que c'est très important que nous fassions cette mutation. Alors, nos amis allemands, qui traditionnellement freinent beaucoup parce que leur constitution leur interdit de faire la guerre, leur armée dépend du Parlement, donc ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme les Britanniques, ils ne sont pas comme d'autres.
ils sont en train d'évoluer très rapidement. Et ils ont déjà modifié leur constitution. Ils sont présents sur les théâtres d'opération. Mais le peuple allemand lui-même est très attaché à son pacifisme. Vous savez, il m'arrive de faire des conférences à l'école de guerre, de travailler avec des militaires pour leur expliquer un peu l'Allemagne, l'Europe, etc. Très difficile d'arriver à réconcilier les traditions différentes, mais quand j'explique à un militaire français que le nazisme, c'est aussi, dans la mémoire allemande, une période noire de souffrance pour le peuple, etc. Il me regarde avec des yeux en me prenant pour un disciple de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est vrai. Et donc, il faut que nous nous apprenions dans les questions de défense et de sécurité à additionner ce que nous sommes, à additionner nos différences, plutôt qu'à les confronter. Et on s'apercevra que la France a encore une armée, elle est encore crédible, que l'Allemagne s'interdit de faire certaines choses et que c'est très bien. Mais en revanche, ils ont 1000 soldats au Mali pour aider à faire ce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes, reconstruire des écoles, assurer la paix civile, rebâtir plutôt sur le plan civil un État qui a sombré. Et donc, il faut qu'on apprenne, et c'est difficile, à additionner nos nuances et nos différences. Je crois que l'idée de l'ancien président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de créer un fonds européen de défense qui a fait hurler au Parlement européen les Verts, les pacifistes, etc., mais qui finalement est en fonction. Ce n'est pas de faire la course aux armements, c'est d'assurer à l'Europe un minimum de coopération entre ses membres pour que nous soyons prêts à faire face à toute situation, c'est-à-dire à éviter les conflits. Je crois que ça reste l'enseignement des pères fondateurs et de Robert Schuman, mais il n'était pas naïf. Hein. Et quand on signe le traité de l'OTAN au nom de la France, ça veut dire qu'on n'est pas naïf non plus. C'est ce qu'a fait Robert Schuman. Et donc, je crois que c'est une voie européenne qu'on peut ne pas partager, mais que je trouve intelligente et adaptée à la situation. Merci, Monsieur Giuliani. Le temps passe. Si vous restez encore une dizaine de minutes avec nous, j'aimerais vous poser deux autres questions. L'une peut paraître très technique et très pointue. Je vous la pose parce qu'elle s'accroche en quelque sorte à une affirmation que vous avez faite au début de votre exposé à propos de l'Europe qui s'est construite à l'envers, non pas d'un grand dessin fédéraliste, mais par des réalisations concrètes. Et vous avez dit, si on avait voulu faire l'Europe en mettant ensemble les compétences régaliennes, ça n'aurait mené nulle part, la justice par exemple. Eh bien, la justice, peut-être nous y sommes, puisque un parquet européen vient d'être enfin créé. Et donc, une question, je vous la pose, vous avez peut-être que vous êtes au courant finalement, c'est quand même une nouveauté importante. À quoi ça peut servir ce parquet et est-ce que cela met en cause la souveraineté nationale dans justement ce genre de compétences, de responsabilités régaliennes, ou allons-nous petit à petit, mais significativement, faire des progrès sur la voie d'une Europe de la justice? Alors, vous avez raison de vous intéresser à ce parquet européen, parce que ça fait longtemps qu'on le souhaite, les magistrats le souhaitent de plus en plus, nos policiers veulent collaborer de plus en plus pour poursuivre les criminels qui, eux, ne connaissent pas les frontières, et donc nous avons des droits et des traditions juridiques différentes dans les différents pays. Donc, on a souhaité depuis longtemps créer un parquet européen. Tout le monde n'est pas d'accord en Europe et au sein de l'Union. Et donc, c'est ce qu'on appelle une coopération renforcée qui rassemble 22 États membres qui ont décidé ensemble de créer un parquet européen, c'est-à-dire il y a un procureur, c'est une femme, elle a été nommée
Madame Kövesi, qui était cette procureure roumaine qui a été mise en cause par les anciens communistes roumains et donc chassée du pouvoir, l'Union européenne s'est honorée en nommant quelqu'un contre l'avis du gouvernement roumain, qui est une jeune femme particulièrement intègre et décidée. Elle est entourée de 22 procureurs adjoints qui vont faire la liaison avec les juridictions nationales en fonction des compétences du parquet européen que les États membres qui adhèrent au parquet européen reconnaissent. Le parquet européen, il est compétent pour tout ce qui met en cause l'organisation financière ou économique de l'Union européenne, ce qui finalement est très large. À l'origine, on imaginait que c'était la fraude aux crédits européens. Mais avec le plan de relance, c'est toute l'économie qui est concernée. Et donc, ça va marcher comment? Eh bien, un collège de 22 procureurs plus le procureur général, Kövesi, va soit diligenter des enquêtes en fonction des moyens qu'on a au niveau européen, de soupçonner des fraudes à la TVA, aux règles des marchés européens. Il va pouvoir déclencher des enquêtes en s'adressant, par exemple, au correspondant français qui va être désigné, qui sera procureur à Paris, qui sera le correspondant du procureur européen, et qui va déclencher des enquêtes à l'initiative de Bruxelles et sur le terrain français. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc l'idée, c'est petit à petit d'harmoniser les règles au niveau européen. On a des exemples ailleurs dans le monde. En Afrique, par exemple, on a le droit au HADA, qui permet au niveau de la cassation, etc., d'avoir une harmonisation des règles. Donc c'est un peu la même idée au niveau de l'enquête. Voilà. Et petit à petit, on imagine bien que si l'outil fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas, les États membres eux-mêmes, les magistrats, voudront qu'ils s'occupent d'autre chose. Terrorisme, renseignement, etc. Donc, pour l'instant, on s'occupe de ce qu'on appelle la fraude aux crédits européens. Je vous disais qu'avec tout l'argent en cause aujourd'hui au niveau européen, c'est une compétence très large, c'est une construction très compliquée, comme souvent en Europe, hélas, mais elle est volontaire de la part des États membres, donc pour eux, c'est un outil de plus pour traquer la fraude. Et c'est pour ça que j'y crois, je pense que ça va marcher. Au début, ce n'est qu'à 22, mais quand les autres, les Polonais, les Hongrois, etc., verront que ça marche, ils vont rejoindre, en quelque sorte. Et je ne sais pas si mon explication est claire, mais évidemment, c'est un peu une usine à gaz, mais en fait, dans la pratique, ça va bien marcher. Votre explication est claire, assurez-vous. Ma dernière question est la plus facile qui soit, parce qu'elle s'énonce en 3 ou 4 mots. L'Europe des peuples, c'est pour quand? C'est-à-dire cette construction qui a été un peu bâtie sur la tête par des structures technocratiques extrêmement efficaces, d'ailleurs, à partir de la haute autorité, s'est progressivement démocratisé, c'est sûr. Nous avons un Parlement européen, nous avons des systèmes de consultation, des procédures très transparentes qui permettent aux citoyens, aux syndicats, aux associations d'intervenir dans les processus législatifs, de faire connaître un point de vue. Il y a un médiateur européen, il y a un droit de pétition, bref, l'Europe, la construction européenne s'est beaucoup rapprochée du peuple, il y a des élections directes du Parlement européen, il y a un processus de codécision, bref, on a fait des grandes avancées, mais on ne peut pas dire qu'on soit encore à l'Europe des peuples, diversité culturelle, sentiment d'indifférence, d'abandon, de distance, et on le voit par des réactions d'incompréhension de l'Europe ou d'hostilité. Après tout, le Brexit, c'est un grand échec non seulement de l'intégration, mais de la compréhension même du phénomène. Et si d'autres partis politiques sont tentés ou menacent ou proposent, on peut se poser de nouveau cette question. Donc,
c'est pour quand l'Europe de peuple? Pour demain ou pour après-demain? Parce que, voyez-vous, je vois bien aussi, comme vous, les inquiétudes, ce qui manque, ce sentiment d'appartenance, en réalité, à un ensemble commun. Mais je vois qu'on a déjà formé 10 millions de jeunes à travers Erasmus. Et pour eux, l'Europe, c'est une évidence, c'est même trop petit. Et donc, c'est une évidence. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont pas de raison de se mobiliser pour l'Europe puisqu'elle n'est pas menacée. Elle n'est pas menacée. Contrairement au sentiment que nous pouvons, nous, en avoir de temps en temps, en fait, elle n'est pas menacée. 70 ans après, elle est toujours là. Et regardez ce qui est en train de se passer. Nous avons gagné la bataille des idées. Madame Marine Le Pen s'est ralliée à l'euro. Il faut dire que quand elle était contre l'euro, ça ne lui a pas réussi. Il n'y a pas un gouvernement en Europe où il y a des fascistes ou des nationalistes. Il n'y en a pas. Il y a quelques dérives. Je vois que la question a été posée en Hongrie, en Pologne. Je vais répondre d'ailleurs. Au passage, soyons patients avec les peuples qui ont connu 50 ans de totalitarisme communiste. On ne peut pas non plus, quand ils retrouvent leur quant à soi, leur libre arbitre, on ne peut pas non plus exiger qu'ils soient comme nous tout de suite, parce que nous n'avons pas dans le passé été exemplaires. Ça aussi, c'est l'humilité et la fraternité qu'il faut apprendre. Donc avec la Pologne et la Hongrie, soyons patients, ils n'auront pas toujours les mêmes gouvernements. Soyons sévères quand ils dépassent les limites, évidemment, mais ça reste des Européens et il faut qu'ils restent européens. D'ailleurs, ils ne parlent jamais de sortir de l'Union européenne. Les premiers qui essaient d'en parler, c'est l'Alternative für Deutschland, l'AfD, qui, j'ai vu dans son programme pour la chancellerie, pour les élections allemandes du 26 septembre, prône la sortie de l'Union européenne. Bon, on va voir le score que va faire l'AfD. Je pense que ça va lui jouer des tours. Tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne ou qui veulent revenir en arrière, finalement, le payent politiquement. Donc ça veut dire qu'on a gagné. Mais ce qu'on n'a pas gagné, c'est les cœurs. Et les cœurs, je crois qu'il faut, là vous avez raison, si on gagne les cœurs, on aura un peuple européen qui aura conscience d'être ensemble. Et ça, il faut qu'on le gagne par l'efficacité de ce qu'on fait ensemble. Et j'allais dire, nous avons aujourd'hui un président de la République française qui, pour la première fois, assume son engagement européen. Pour la première fois, le président Giscard d'Estaing. Il l'assume officiellement. Bon, je crois qu'il a raison, mais il a gagné l'élection. Donc, il n'a pas perdu. Donc, il faut qu'on ait une classe politique qui s'affirme européenne. En Alsace, en Lorraine, c'est pas difficile, mais dans le Midi, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, parce que on vote encore pour le canton, le député, etc. Donc, ce n'est pas par des réformes institutionnelles qu'on va y arriver, c'est par l'efficacité, c'est par des efforts de militantisme. Il faut, voyez-vous, vous aviez compris dans mon introduction combien je regrettais que les chrétiens ne soient pas plus engagés pour l'Europe. Bon, d'accord, on a un pape argentin, mais le précédent a été vraiment tellement engagé, les deux précédents, que voilà. Et donc, j'aimerais, parce que ce sont les mêmes objectifs, qu'il y ait plus de mobilisation. Et pour ça, il faut faire toucher du doigt ce que l'Europe apporte. Pour les jeunes, avec Erasmus, c'est déjà très bien engagé. Pour nos générations, c'est pas un problème parce que nous sommes convaincus. Au milieu, il y a toute une génération de sceptiques qui se nourrissent des réseaux sociaux, de l'immédiateté, qui n'ont pas la même formation ni la même vie. Et c'est cela qu'il faut convaincre, les jeunes actifs, et cela, on les convainc par l'efficacité. Finalement, vous allez me trouver archaïque, mais la leçon de Robert Schuman, elle reste valable. Je ne vous trouve pas archaïque du tout, parce que je considère comme vous que ce message a un noyau dur, en quelque sorte, de permanence dans les temps, parce que c'est un message, au fond, nécessairement de fraternité, d'écoute, de main tendue à l'autre. Et c'est ce que nous avons essayé, nous les Européens, ceux qui nous ont précédés, notre génération, celle de nos enfants qui ont fait Erasmus notamment, nous avons essayé d'être fidèles à
cette vocation. Et je crois que beaucoup de discussions, de débats au sein de l'Europe aujourd'hui, des forces politiques, des industriels, du monde social, etc., tournent autour de cette question. Comment demeurer fidèle à cette vocation, solidarité, à la fraternité, en ajustant des mécanismes, en faisant évoluer les institutions, les organes de décision, etc., qui connaissent parfois leur propre logique. La bureaucratie, l'administration se nourrit de ses propres convictions. Elle s'éloigne peut-être de l'idéal. Comment la ramener à quelque chose que les gens comprennent par les services qu'ils reçoivent, par le bonheur qu'ils ressentent de vivre ensemble, de circuler, de se confronter, d'apprendre, de grandir. Ce dessin-là n'est pas passé de mode. Il est toujours actuel. On le réclame. Comme vous dites, les chrétiens ont une responsabilité, ils étaient à l'origine. Je me souviens, on nous rappelait à l'époque un titre assassin du Monde, le lendemain ou le surlendemain de la signature du traité de Rome, sous le regard du pape Barberini à Rome, naissance de l'Europe vaticane. Voilà, nous avons bien survécu à cela, mais ça montre bien que les chrétiens ont un rôle, ont une responsabilité, et ils la portent toujours au sein des mouvements rassemblés sous l'étiquette Ensemble pour l'Europe. Cela veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes prêts. Les nuances ne manquent pas, mais la volonté est commune et je crois que nous pouvons progresser ensemble dans la discussion, dans l'engagement et dans le témoignage. Les occasions ne vont pas manquer et j'espère que vous serez peut-être de nouveau des nôtres lorsque le moment viendra pour approfondir, pour reprendre ce dialogue. Donc, je mets fin à cette table ronde, parce que nous avons été nombreux à y être associés. Vous avez été primus inter pares, vous avez eu principalement, et c'est juste, la parole, mais ce fut un travail collectif dont nous sommes contents et reconnaissants à tous ceux qui s'y sont engagés, et vous en premier, et Gérard Testard qui a également porté ce projet avec nous. Je remercie tout le monde et je rappelle donc que ce dimanche à 10h30, voilà, le jour du Seigneur sur la 2, c'est la demi-heure avant la messe d'11h. Est-ce que je peux me permettre aussi bien sûr, oui, de renvoyer nos amis qui nous écoutent jusqu'ici, parce que je vois qu'ils sont nombreux encore. S'ils veulent en savoir plus sur tout ce que fait la Fondation Envers Chemin, nous avons un site sur lequel tout est gratuit, avec une newsletter, et chaque semaine, il y a une petite étude. Elles sont parfois techniques, elles sont parfois plus générales, mais en tout cas, je vois que mes amis d'Esséré viennent de faire la publicité du site, je les en remercie. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà. Non, merci à vous, parce que, étant un utilisateur assez régulier, visiteur régulier et utilisateur occasionnel des ressources que votre site met à la disposition de tous les visiteurs et les lecteurs, je reconnais la très grande qualité de votre production, de réflexion, texte, etc. Je citais l'Atlas, qui a quand même une réalisation unique en Europe. Voilà. C'est un document exceptionnel que je consulte annuellement. Je le recommande à tous ceux qui nous suivent. Merci à nos amis de DGRM qui font un excellent travail sur Strasbourg. Et donc, l'invitation à tous, si vous le souhaitez, donc dimanche matin, 10h30, pour une émission du Jour du Seigneur, notre partenaire que nous remercions vivement. Merci encore, M. Giuliani. Bon courage dans la poursuite de votre mission et croyez que nous vous portons dans nos cœurs. Merci. Merci et bonne soirée à tous. Merci infiniment. Merci. Merci.